Pierre-Olivier Morissette est le coordonnateur de la division des transports de la ville de Victoriaville. Il est titulaire d'une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional de l'Université Laval. Il est urbaniste qui s'est spécialisé en revitalisation urbaine en travaillant pour les villes de Plessisville et Saint-Georges, puis a occupé un poste comme coordonnateur chez Rue Principale pour l'ensemble du Québec. Depuis 2020, il est le chef de la division transport à Victoriaville, un poste qu'il occupe dans un contexte où la ville a développé une planification ambitieuse en matière de développement durable pour les prochaines années. Il va nous présenter... récemment, Victoriaville a bonifié son offre de transport collectif avec l'application Vecto. Peut-être tu vas nous en glisser un mot, en tout cas. On va lui laisser faire sa présentation et parler de communauto. Bref, ça bouge beaucoup à Victoriaville et puis on est bien heureux qu'il vienne nous présenter ça. Merci, merci. Donc, oui, en fait, je suis la personne qui n'est pas de mon menu ou de mobilité dans la place. En fait, c'est super intéressant. J'essayais de me concentrer sur préparer ma présentation, mais vous entendez parler de tout ce qui est transport collectif et adapté qu'on essaie de ramener ensemble. On est à peu près aux mêmes endroits aussi, à ce niveau-là, sur la MRC d'Arthavassia. Donc, en fait, mon Dieu, il est sensible. Oui. Simplement pour vous dire, on m'a demandé de venir vous parler là, du plan de mobilité durable. Là, je ne sais pas c'est quand vous l'avez adopté, le vôtre. Hein? Il n'est pas adopté encore. Il n'est pas adopté encore. Okay. Donc, nous, on a peut-être juste quelques années, finalement, d'avance. C'est 2019, l'adoption. Janvier 2019. On a eu une pandémie entre-temps. N'empêche que ça peut vous montrer un peu comment on peut passer, finalement, de la planification jusqu'aux actions terrain. Donc, c'est vraiment des morceaux choisis. Là, vous allez pouvoir voir un peu comment on s'y est pris. Puis peut-être, si vous avez des questions, là, si on nous avance surtout, allons-y un petit peu à venir. Sentez-vous bien à l'aise de m'interpeller sur certaines actions. Il y en avait quand même 71 au total dans tout ça. Évidemment, je ne passais pas dans tout. Je vais plus parler des thèmes et un petit peu de... je suis en fait urbaniste, là, justement, de formation, donc c'est sûr que je viens rattacher tout ça. En fait, c'est une certaine cohésion qu'il y a eu. Donc, dans le processus de révision du plan d'urbanisme, le dernier qu'il y a eu à Victo, il a été décidé finalement de faire, oui, toutes les consultations, tout a été fait dans le bon ordre, en fait, comme chez vous, mais finalement, il a été décidé de faire le plan d'urbanisme accompagné d'un plan de mobilité. Donc, se servir des mêmes consultations pour faire les deux. Question de donner plus d'espace finalement au volet transport, au volet mobilité là, du plan d'urbanisme, mais d'enchasser la mobilité finalement dans le plan d'urbanisme aussi. Et tout ça, en fait, là, on voit peut-être un petit peu moins la flèche grisée foncée, mais tout ça pour influencer aussi la réglementation à l'urbanisme, entre autres le zonage et tout ça. C'est sûr que vous avez peut-être entendu parler de M. le maire, M. Tardy, dernièrement, qui fait des efforts, en fait, pour forcer la SAQ à rester au centre-ville, à Victoriaville. Dans le fond, c'est la localisation des entreprises, la localisation des commerces. Ça aussi, ça fait partie de la mobilité. Donc, c'est sûr que c'est une bonne influence quand on choisit, finalement, où on intervient sur une ville, on donne de plus en plus d'interaction puis de liens de déplacement, finalement, d'un endroit à l'autre. Donc ici, honnêtement, je ne suis pas revenu depuis la pandémie, vous me pardonnerez, je suis passé sur la 132 à un moment donné, mais ils avaient un super beau centre-ville. Donc c'est déjà une bonne longueur d'avance que vous pouvez avoir sur certains autres milieux. L'origine de tout ça vient de la planification stratégique que les élus, finalement, se sont dotés de 2017-2027. Dans tout ça, il y avait un objectif là, qui était le 2.3, qui était d'améliorer, diversifier le transport collectif et actif. J'y vais simplement là, en rafale, mais grosso modo, ce que ça disait, c'était de l'optimiser, notre transport collectif, de maintenir et d'entretenir le transport actif, donc tout notre réseau cyclable piétonnier. Puis, ce volet-là, se doter d'un plan de transport actif et de mobilité durable, c'est ce qui a accouché finalement du plan dont on parle, puis favoriser les interactions entre les quartiers. Excuse. Oui. Peut-être que je pourrais aller chercher à la liste de vidéo, mais est-ce que les participants vont avoir accès à ce document-là, votre présentation? Je ne sais pas comment ça fonctionne du côté de mobilité. Je fais un suivi après, j'envoie ça. De même que les documents, si vous voulez voir le plan de mobilité en tant que tel, il peut se faire télécharger à partir du site web de Victo, la nouvelle planification stratégique qui va venir un peu conclure cette présentation-là aussi. Je pourrais partager le lien. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, dans tout ça, là, le point, je dirais, l'origine de la plupart de nos actions, c'était le premier ici, optimiser le transport collectif et actif. Ville de Victo, on a un transport qui est un taxibus, finalement, qu'on pourrait penser à une espèce de transport à la demande. C'est sûr que c'est une espèce d'hybride, en fait, c'est que le taxi vient chercher
chez vous. Donc, on a des bornes aux 150 mètres sur notre territoire. Donc, pour les 48 000 habitants, on a à peu près 1000 bornes sur notre territoire. Donc, c'est énorme, mais on n'a pas d'autobus, on n'a pas de ligne fixe. Donc, c'est sûr que si personne veut le taxi à 8 heures à la borne 1, 2, 3, il n'y aura pas de taxi qui va passer. Donc, on n'a pas de voiture vide nécessairement, ils ne sortent pas dans ce cas-là. Sauf qu'en 2019, on était justement, Jonathan t'en a parlé un petit peu tout à l'heure, sous l'ancienne loi sur les taxis. Donc, il y avait des territoires réservés, il y avait des quotas. À la ville de Victo, c'était 30 permis de taxi maximum qu'on pouvait avoir. Donc, on était saturé. En fait, on voyait la demande augmenter. On allait atteindre 250 000 déplacements par année. Puis, on ne pouvait plus augmenter la flotte de véhicules. C'est un sacré problème. Finalement, la pandémie est arrivée, il a fallu se retourner, mais c'était déjà dans la boucle, finalement, de se doter un petit peu de tout ça. Donc, je vais vous le garder pour Victo tout à l'heure. Cette petite mise en bouche, c'est simplement pour vous dire, il y avait ce constat-là initialement. Donc, pour notre plan d'urbanisme, en fait, le volet transport, c'était l'orientation 4. Donc, on revenait avec ce que vous avez vu finalement sur le plan stratégique. À ça, on ajoutait certaines autres actions comme favoriser l'intermobilité, donc faire en sorte que les personnes peuvent se déplacer finalement de la gare interurbaine, puis ensuite se déplacer en ville comme ils veulent à partir de Taxibus. Assurer la gestion optimale des stationnements, puis susciter la collaboration des citoyens et des grands générateurs d'achalandage, entre autres pour des plans de gestion de déplacement, pourquoi on est ici aujourd'hui, entre autres choses. Je vous amène à la deuxième tête de notre BILIT, le plan de mobilité durable. Il y avait 6 axes d'intervention, puis c'est 6 dont je vais parler un peu plus en détail aujourd'hui. Simplement pour vous dire qu'évidemment, on avait une enquête origine-destination qui avait été faite, mais à Victo, comme ici, en fait, là, on a le vilain défaut de ne pas être une région métropolitaine de recensement. On n'a pas d'enquête origine-destination nécessairement en bonne et due forme. Nos données en transport collectif, on va se dire, c'est boiteux la plupart du temps. Malheureusement, il faut qu'on fasse des efforts. Le build it and they will come, c'est souvent ça là, dans des milieux comme les nôtres. N'empêche qu'on avait des données qui nous provenaient des déplacements de Taxibus qui nous a permis de faire un premier travail d'ébauche. Donc, je ramène notre prémisse de base. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus nécessairement d'offres? On cherche à optimiser le système qui est déjà présent. Donc, pour ce faire, il y a eu différentes actions. Puis, je vais vous parler d'un échec aussi. En fait, là, la Ville de Victo s'est engagée à faire un appel d'intérêt pour trouver une compagnie qui était capable de faire un système de transport intelligent. Donc, cette compagnie-là, je peux la nommer parce qu'elle n'existe plus maintenant, c'est Proxibus. C'est une petite start-up montréalaise qui prétendait pouvoir faire du transport à la demande, vraiment, là, mais très intelligent, pouvoir faire les parcours à la machine plutôt que manuellement. De la manière que ça fonctionne, que ça fonctionnait, je devrais dire, en début d'année, à Taxibus Victoriaville, c'est que les gens appellent, parlent au répartiteur, finalement, comme probablement ici, parlent au répartiteur qui rentre dans sa machine. Je ne sais pas, Pierre-Olivier veut partir de l'hôtel de ville, s'en aller au garage municipal, Michel veut partir de telle place à telle place. Ça fait tous les beaux parcours sur Google Maps. Puis, après, le logiciel, en théorie, faisait des bonnes routes avec ça. La réalité, c'est que c'est un humain qui passait en arrière, finalement, pour dire Michel et Pierre-Olivier s'en vont à peu près dans la même place, on va les mettre dans le même taxi, ils vont arriver à peu près à bonne heure. Donc, ça prenait beaucoup de temps à notre répartition pour construire ces routes-là. Ça prenait à peu près une demi-heure à l'heure. Donc, la moitié de leur temps, finalement, qui était sur la répartition. On s'entend que, justement, ça fait à peu près 900 déplacements par jour. Donc, tu sais, c'est beaucoup de monde en heure de pointe, là. Donc, c'était assez limitatif. L'idée étant de trouver un logiciel qui peut faire le boulot à la place des répartiteurs pour ça. C'était un gros irritant, disons, pour autant la répartition que les chauffeurs de taxi, de devoir faire ça manuellement. Donc, est arrivée une opportunité, en plus de la pandémie, avec le programme Climat Municipalité du gouvernement du Québec, donc du ministère de l'Environnement, qui a permis de financer en partie, en fait, là, cette page-là que vous voyez qui s'appelle Vecto, mais qui, en fait, c'est CTO Canada, la compagnie derrière tout ça. On est allé en appel d'offres d'intérêt public, donc parce qu'on savait que c'était un montant assez important. Puis, cet appel d'offres-là, on l'a fait à peu près de rien. Il a même été téléchargé pour le réseau de transport de la capitale par la suite pour le système de Flexibus qu'ils ont présentement. Puis ça fait un peu, c'est un dinosaure, c'est un peu l'embryon finalement de ce qui s'en vient. Ça prend tout le temps une première ville qui fait quelque chose, pas toujours parfait, mais qui s'améliore d'une ville à l'autre, au fil du temps. Puis, ce système-là nous permettait justement de faire des réservations électroniquement, que ce soit par le web ou par une application, d'avoir du paiement électronique
puis de pouvoir faire des parcours automatisés. Donc, à la base, les différents compétiteurs qui s'affrontaient, on voulait qu'il y ait une certaine maturité. On ne voulait pas revivre le 2 ans de perte finalement qu'on avait eu avec Proxibus, plus l'argent puis le temps de fonctionnement qui avait été investi là-dedans. Donc, on l'avait fait en 2 phases. La première phase qui était est-ce qu'on peut optimiser notre transport collectif présentement? Puis la deuxième phase, est-ce qu'on va pouvoir ajouter des nouveaux joueurs dans la même application? C'est surtout ce deuxième volet-là qu'au Québec, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le font. Il y a VIA Canada aussi qui est à Toronto, puis il y a Cityway. Nous, c'est Cityway qui a remporté l'appel d'offres, en fait. Puis, ce que vous pouvez voir aujourd'hui, finalement, c'est tout simple, que ce soit sur l'application ou sur le site web. Là. Le client, lui, ce qu'il voit au final, c'est simplement ça. Il veut un taxibus, il part de où, il s'en va où, il fait une recherche, rentre l'heure où il veut aller, puis il n'y a même plus besoin de contact avec la répartition. Ça se va directement sur la tablette électronique du chauffeur. Puis la route, finalement, va se construire dépendamment de s'il y a plusieurs personnes dans le quartier ou non. Va te suggérer une heure avec plus ou moins 10-20 minutes, finalement, dépendamment de s'il y a quelqu'un de plus qui se rajoute dans ton réseau. Donc, ça simplifie beaucoup les transports. Je vous dirais que en 2019, avant la pandémie, quand on était vraiment à près de 250 000 déplacements, on avait besoin de 24 voitures sur le terrain en heure de pointe. Avec les simulations qu'on prenait la même journée type, finalement, d'octobre 2019, on avait besoin de 18 voitures. Donc, tu sais, on augmente aussi l'efficacité, donc on libère les voitures, donc c'était beaucoup plus facile, finalement, de faire, tu sais, le système est plus intelligent pour de construire les routes, puis travailler beaucoup plus vite qu'un humain. Donc, ça aurait été le premier volet. Deuxième volet, c'est l'alternatif à l'auto solo. Donc là, depuis le 30 août, où on faisait quasiment le 1er septembre, en fait, Communauto est arrivé à Victo. Donc ça aussi, ça a été une opportunité qui a été ajoutée, aussi une volonté politique assez forte. Ça prenait ça parce qu'il y a une gestion de risque partagée entre Communauto puis la ville de Victoriaville. Je pourrais en parler un petit peu plus, étant donné qu'on a un panel tout à l'heure. Simplement pour vous donner l'idée, on est toujours dans la vision de devoir donner l'opportunité aux citoyens de laisser sa deuxième, sinon sa troisième ou quatrième voiture même avec tout. Là. Si on pouvait l'éviter, une coupe, ça serait bien. L'objectif étant de ne pas en ajouter aucune. Ça fait que ce n'est pas toujours évident à faire, mais les gens n'ont pas le choix. Donc, à un moment donné, il faut toujours bien réussir à aller un peu de l'avant. Puis là, offrir des différentes opportunités. Donc, je vous dirais qu'en 6 semaines ou même 8 semaines, maintenant, il faudrait que je remette les données à jour. On a quand même une cinquantaine de membres à Victoriaville qui se sont inscrits par eux-mêmes. La ville n'a fait aucune promo, c'est Communauto qui prend ce volet-là. Beaucoup à charge. Donc, les voitures, j'ai hâte de voir les données. Je vous dirais que, comme aujourd'hui en partant, c'est un lundi matin, puis les 2 voitures que j'aurais pu voir, finalement, là, sur mon parcours étaient prises, en plus de celles que j'ai prises. Donc, ça se réserve, ça roule quand même un peu tout seul. Il va falloir que nous, on embarque aussi. Mais l'avantage de ce système-là, c'est que nous, on avait un besoin aussi. La ville de Victo ne veut pas se doter d'une flotte de voitures. On passe en location, toujours. On ne peut pas faire l'entretien, les pneus d'hiver, tout ce volet-là. Donc, on ne peut pas passer avec un programme comme Sauvé, que vous connaissez peut-être, je pense que c'est Marie-André qui va en parler tout à l'heure. On ne veut pas faire tout ce managing-là. Donc, donner un clé en main, c'était parfait pour lui. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu y trouver notre compte. Puis, les employés municipaux vont pouvoir l'utiliser aussi, ces bagnoles-là, plutôt que des payés au kilomètre. Donc, on parlait tout tantôt de SITEC qui paye à ses employés. Bien, nous, c'est dans le cadre de leur fonction que tous les employés vont pouvoir l'utiliser, finalement, pour se rendre à bon port. Oui? Je suis curieuse de savoir, vous en avez combien? On va en avoir 10, ce qui est autant que la ville de Lévis, en fait. Donc, c'est vraiment beaucoup, 10 pour 48 000 de population? Oui, oui. Puis, tu sais, c'est une gestion, comment dire, une gestion de risque, là. La fonction, là, je vais vendre le punch. La manière que ça fonctionne. Chaque dollar que c'est un usager, un citoyen de Victo, qui met dans Communauto en réservation, c'est $1 de moins que la ville paye. Donc, on a tout intérêt à ce que ce soit un service à la population comme une bibliothèque ou un service de transport collectif. Plus le monde va l'utiliser, moins ça va coûter cher à la ville. Puis la ville, elle, sa dépense, c'est juste un transfert de budget. Si on donnait en tarif kilométrique pour dédommager finalement nos employés, maintenant, ils n'ont plus besoin de faire le compte de dépenses, ça va être Communauto qui va prendre le relais. Donc, ce qu'on mettait en compte de dépenses d'employés, on le met maintenant dans Communauto. Donc, la gestion de risque, finalement, ça fait un petit peu de ce côté-là aussi. Est-ce qu'il y avait un nombre minimal de voitures quand vous avez signé le contrat? On s'est entendu sur 10. Je vous dirais que pour l'instant, on regarde plus pour un 12 avec la façon que ça s'en va, là, mais il va falloir peut-être prendre notre mal en patience. Ils essaient de commander des voitures Communauto, mais
depuis la pandémie, ça a explosé. Là. Déjà, on a eu les nôtres là, 1 an plus tard que ce qu'on aurait souhaité dans le meilleur des mondes. Je pense que sur les 1000 qui ont commandé l'année passée Communauto, je pense qu'ils en ont reçu 700 dernièrement, mais ils sont déjà, on est en septembre. Donc, ils ne sont pas capables de fournir la demande sur l'île. Fait qu'on est déjà chanceux d'en avoir 10, mais on en veut plus. Là, reste à voir après 1 an, finalement, ça va être quoi les vrais résultats. Est-ce qu'on est trop ambitieux ou pas? C'est pour ça qu'on a un projet de 3 ans, finalement, qui va nous servir après de faire un baromètre. Puis, ça donne un espèce de coup de main aussi à Communauto pour voir si c'est viable en dehors de Montréal, ce système-là. C'est un peu le pari qu'ils font, parce qu'entre autres, ils ont été à Sherbrooke, puis ça a pris quand même une bonne dizaine d'années à être rentable. C'est quand même une compagnie privée, c'est pas un organisme à but non lucratif, c'est pas communautaire non plus. Donc, eux, ils ont vraiment un risque finalement à prendre là-dedans. Fait qu'ils en prennent une partie, ils mettent beaucoup d'efforts, ils mettent beaucoup de financement. N'empêche que c'est peut-être une plateforme pour ouvrir ailleurs en région Québec. C'est un peu le pari qu'ils font de leur côté. Deuxième, là, on me dit 15 minutes, hein? Je vais essayer. Pas de stress. C'est ça, en tout cas, on verra avec les questions. Plan de mobilité durable, ça amène souvent, justement, un plan de déplacement actif par la suite. Donc, on comprend tout notre réseau cyclable, réseau piétonnier, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Le vilain défaut, puis là, vous tirez les roches là, si j'en ai l'erreur, mais à mon sens, tous les plans de mobilité durable, pas de mobilité durable, mais de mobilité active que je voyais, 90, sinon 95% des actions, c'est sur le vélo. Le piéton est souvent oublié dans tout ça. Donc, on s'est doté de notre côté, encore une fois par une opportunité, d'un plan directeur pour le réseau cyclable, puis un plan directeur pour le réseau piétonnier. Donc, vraiment, on a séparé les deux. Question que les piétons aient leur part entière, finalement, dans tout ça. C'est un peu un modèle qu'on peut trouver entre autres à Strasbourg. Laval a fait la même chose. Il y a quelques villes au Québec qui commencent à aller dans cette direction-là. Plusieurs actions dans tout ça, mais je vous dirais que ça se concentre sur la connaissance de notre réseau. Bien souvent, même notre géomatique, celle des travaux publics, celle des services de génie, de l'urbanisme, on n'avait pas les mêmes données en même temps. C'est peut-être justement travailler un peu trop en silo à un moment donné, puis le gars qui patche les trottoirs, c'est pas le même qui planifie les trottoirs. Donc, juste cette connaissance de base-là, rappailler ça, puis se donner d'une bonne base de connaissances, c'était déjà une bonne idée pour nous. Puis ensuite, le planifier. Est-ce qu'on a besoin de trottoirs des deux côtés dans une rue résidentielle qui passe moins de 100 voitures par jour, sachant que ça coûte finalement quand même assez cher à entretenir, déneiger, donc tout ça par été. Sur un cycle de 40 ans, quand tu sais que finalement tes bâtiments te rapportent 2000, 2500 $ de taxes annuelles, puis tu en as 10 sur la rue, est-ce que ce tronçon-là, il est payant finalement? Est-ce que c'est rentable? Donc, il y a peut-être, je vous dirais, sur la centaine de kilomètres à peu près de réseau de trottoirs qu'on avait, il y en a peut-être une quinzaine qui ont été retirés, mais il y en a une vingtaine finalement qu'on a rajouté parce que là, on était sur une collectrice, puis il y avait soit pas de trottoir ou un seul trottoir. Et tu sais, faire un gros ménage là-dedans, c'est bien, en fait, là, mais une fois que tu sais où est-ce que tu vas mettre tes trottoirs, comment tu fais pour les prioriser par la suite. Donc là, la priorisation aussi a été considérée dans ce plan directeur-là. Je vous dirais, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le cyclable ou le piétonnier, c'est un peu la couche entre le plan de mobilité durable puis, je ne sais pas si vous êtes un PQI ou un PTI ici, un plan triennal ou quinquennal, l'IMO. PQI. Donc, l'idée, c'est entre ces deux étapes-là. Tu sais, c'est pas une belle pensée, finalement, puis après, tu as des ingénieurs qui te disent « on n'a pas d'argent ». Et comment tu fais pour trouver le juste milieu entre les deux? Bien, en fait, c'est cette planification-là qui dit justement, vous voyez en fait la carte de droite, là, ce qui était bleu, finalement, c'est le réseau actuel de la ville de Victo. Ce qui est en vert, c'est les ajouts suggérés. Puis ce qui est en jaune, c'est des réseaux qui sont actuels et qu'il faudra optimiser d'une manière ou d'une autre, soit en les améliorant, finalement, ou en travaillant le tracé différemment. Je vais prendre juste cet exemple-là. Cet exemple-là ici, en fait. Là. Présentement, on a une belle piste cyclable qui fait du zigzag dans les rues comme ça, parce qu'on n'a pas assez d'argent de chaussée, donc c'est une chaussée désignée. Tandis que toutes les voitures, finalement, font le bypass en prenant la ligne droite que vous voyez. C'est sûr que ce qui est le plus facile pour les voitures, c'est aussi plus facile pour les cyclistes. C'est simplement qu'on ne laisse pas nécessairement assez d'espace pour les uns ou les autres. Donc, l'idée va être de finalement ramener cette piste cyclable-là avec des bandes cyclables, finalement, mais pour faire ça, il va falloir sacrifier les espaces de stationnement qui sont peu ou pas utilisés seulement le soir, fin de semaine, par les personnes qui vont de visite. Donc, dans ce cas-ci, en fait,
le diagnostic aura dit qu'on est super fort à Victo dans le cyclisme récréatif. Donc, tu sais, les fameuses pistes cyclables de nos services de loisirs communautaires, ça va très bien. Pour ce qui était du cyclisme utilitaire, vous êtes probablement meilleur déjà ici que ce qu'on était à Victo il y a un an ou deux. Donc, on n'a pas nécessairement de ligne droite. On ne va pas jouer dans le trafic. Je vous donne un exemple de notre rue la plus passante. C'est le boulevard du Bois-Franc, à peu près 20 000 voitures par jour. En fait, qui fait l'axe, j'ai tout le temps nord-sud, bien sûr, mais c'est nord-sud si on parle de civiquement. Donc, on a des belles bandes cyclables qui nous partent d'un bout à l'autre, qui nous amènent jusqu'au centre-ville ici, qui est notre deuxième axe principal, le boulevard Juron. Puis on a la rue principale traditionnelle, la rue Notre-Dame, qui est ici. Donc, on a aussi le boulevard des Bois-Francs qui reprend juste ici. Puis, quand on arrive entre Notre-Dame et le boulevard des Bois-Francs, c'est autrement dit l'endroit le plus achalandé en ville, nos bandes cyclables arrêtent. Donc là, on voit que les cyclistes, soit dans la rue, donc ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'ils se ramassent sur le trottoir. Donc, comment on fait pour améliorer tout ça? Il y a des gros enjeux de même qu'on n'a pas encore la réponse. Donc là, ça va être des études de circulation plus poussées pour certains tronçons comme ça. Mais il y en a d'autres finalement qui sont un peu plus à long terme. Vous voyez en rose, c'est plus réseau touristique, justement parce que on a priorisé l'utilitaire, notre réseau primaire d'abord. Ensuite, on consolide plutôt que de développer des nouveaux. On va brancher les réseaux qui peuvent se brancher entre eux. Puis, par la suite, on fera le fancy finalement, donc être capable de passer entre autres reliés au Grand Parc entre eux, mais par une piste qui longe la rivière plutôt que par le boulevard. Excuse-moi. Le Saint-Hubert, juste pour m'aider, parce que j'ai travaillé souvent à Victo, il est là, OK. Ouais. Donc là, il y a encore des bandes cyclables. Ça va bien, mais c'est justement deux axes très passants, la route provinciale sans cesse. Là, ben c'est ça. Oui. Puis le boulevard des Bois. Oui? Qu'est-ce que tu veux dire par consolider les primaires? En fait, c'est un peu comme le réseau. On a des artères, des collectrices, des rues locales. Quand on parle du réseau véhiculaire, c'est un peu la même chose pour les cyclistes. En fait, on veut les regrouper sur les axes primaires, les axes secondaires, les axes tertiaires. Donc, le tertiaire, c'est du local, il ne passe pas tant de voitures que ça. Tu peux te permettre d'avoir de la chaussée désignée, donc des petits chevrons avec les vélos. Tandis que quand tu vas être dans du primaire, comme le bord des Bois-Francs, dans le meilleur des mondes, ce que tu vas vouloir, c'est des pistes sécurisées, finalement, c'est propre. Donc, pas bidirectionnel, donc de chaque côté de la rue, mais surélevé à la hauteur du trottoir. Donc, tu sais, est-ce que l'espace est permis? Pas toujours, mais c'est le monde idéal, vraiment, qu'on essaie de regarder. Puis, je vous dirais que le plus gros avantage que ce plan-là a eu, c'est des chiffres pandémiques, mais quand même, ça l'a peut-être poussé la réflexion. C'était chiffré en 30 millions d'investissement. Si tu trompes, tu changes tout, si tu fais tout ce qu'il y a là-dedans, 30 millions. On s'entend que tu n'arrives pas au conseil en disant ça passe pas, évidemment. Sauf que, pour vous donner une échelle de grandeur, à la ville de Victo, c'était à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de planification budgétaire pour le réseau cyclable, pour du nouveau cyclable. C'était caché dans la voirie avec de l'opportunité, tu sais, t'en fais quand tu peux. Tandis que après une première année, on a commencé par une enveloppe de 300 000 par année pour du nouveau. Fait que là, faites-le 300 000, 30 millions, ça prend 100 ans à faire la réalisation du projet. Fait que là, le conseil, bon, c'est peut-être pas assez. Maintenant, je vous dirais que c'est à peu près le quart de nos investissements en voirie. Là, si on met 5 millions de voirie, il y a à peu près 1 million qui s'en va en cyclable présentement. Donc, c'est à peu près un 20-25 dépendamment des années, là, qui vont dans nos pistes cyclables, dont la piste Juron-Est, qui est justement sur le long d'un des boulevards. C'est du tout neuf, finalement, qui émane un petit peu de cette idée-là, qui est sur notre réseau primaire. Grosso modo, si je reprends ta question, tout ce qui est primaire, on a une belle ligne Est-Ouest et la Haute-Verte, en fait, qui traverse la ville de tout à l'autre. Normalement, on a aussi Juron, qui est un peu réduit, justement ici, mais on voit qu'il y a des discontinuités, entre autres dans l'ouest. Dans l'est, ici, c'est nouveau. Justement, c'est le tronçon que j'ai vu parler. Puis, on n'a rien non plus ici. Fait que, ça, c'est vraiment là où les voitures passent, normalement, c'est aussi là que ça serait plus pratique de passer en termes de cyclisme. Peut-être juste en terminant sur cette question, oui? Au niveau des voies secondaires, quelles sont les interventions qui sont privilégiées à ce moment-là? Est-ce que ça dépend vraiment de la situation ou quoi? Effectivement, je dirais que de base, ça va être bande cyclable, unidirectionnelle, donc de chaque côté de la rue. On va avoir des beaux points à discuter, je vous dirais, en novembre dans mon comité de transport, mais entre autres, là, on peut avoir un bel axe Est-Ouest ici, qui relie finalement, ça c'est l'ancienne route du CN, en fait, là, ici, qui est aussi piste cyclable, donc c'est notre cœur cyclable.
mais on pourrait facilement relier tout ça avec l'avant lui. C'est simplement qu'il va falloir probablement d'un côté de rue interdire le stationnement. Donc, on est dans un secteur résidentiel de faible densité. Nos rues Alito, c'est probablement plus large, dans ces quartiers-là, plus large que la salle ici. Tu sais, tu en as assez pour avoir 2 voies de circulation, 2 voies de stationnement, 2 bandes cyclables la plupart du temps, puis d'avoir pas mal de place. À certains endroits, ça c'est l'avantage d'avoir boomé finalement dans les années 60. C'est quasiment des petits aéroports, des pistes urgences. Ça nous permet de faire ces choix-là. À d'autres endroits, comme justement au centre-ville, là, ça va prendre une étude parce que là, ça se peut qu'on enlève du stationnement sur rue. Mais je vous dirais que ça va être peut-être une bonne chose pour la fluidité automobile aussi. Tu sais, quand tu as des stationnements parallèles, finalement, sur ton plus gros boulevard urbain, tu as quelqu'un qui veut se parquer de reculons dedans, ben, tu viens bloquer le trafic aussi. Tu sais, pour la dizaine de cases de stationnement qu'on perdrait sur le petit tronçon que je vous parle, je pense bien que ça va être un sacrifice à faire, étant donné qu'il y a beaucoup d'options de stationnement de part et d'autre. Surtout si elle n'a pas passé son cours de conduite sur le reculant. Oui, ça se fait un peu tout ça, hein, je pense. Moi, je ne suis pas encore habitué à ça. J'ai une vieille bagnole, là, mais supposément qu'il y a un automatisme pour ça. Oui? Tu as mentionné également un comité en transport. Oui. Ce comité-là, est-ce qu'il a été formé suivant l'adoption du plan de mobilité? J'ai été Comme un comité de circulation. Un peu. C'était un comité de circulation précédemment. Victo a la chance, je dirais, avec la taille que ça a pris. En 2013, ils ont créé la division transport qui était sous l'urbanisme, en fait. Moi, je suis arrivé en 2020. Puis, ça a été transféré de la gestion du secteur de l'urbanisme vers le service du GMI pour améliorer justement tous les liens de planification, d'immobilisation, d'ingénieurs qui disent ben moi, je passe de l'asphalte, puis il va falloir que ça t'organise avec. Là. On est rendu bien amis, même si je suis un urbaniste, là, on s'entend super bien avec l'équipe d'ingénieurs puis moi. Puis, depuis 2013, je pense bien que là, c'est rendu le comité de transport qui englobe la division que je chapeaute, c'est tout ce qui est transport motorisé, transport économique, transport lourd, les piétons, les cyclistes, la signalisation, l'éclairage de rue. Tout ça avant c'était 2 personnes, on vient d'avoir une 4e là, maintenant. Là, donc on recrute, entre autres, chez les mobilités accès transport viable des fois, quand on peut. Donc des bonnes recrues là-bas. Donc vraiment, on est rendu 4. Donc j'ai en dessous de moi, justement, un conseiller mobilité qui est plus sécurisation, transport actif, puis un autre qui est plus transport collectif. Mais ça, c'est tout nouveau, c'est des conseillers, disons. Ça c'est pour nous aider sur la gouvernance. On pourra parler peut-être prochaine fois. Donc, le comité en transport, c'est plutôt. C'est la grosse moto. C'est le département, c'est la division transport. Si j'imagine ça un peu à la façon religieuse, le plan de mobilité durable, c'est notre Bible. Le comité de transport, c'est un peu la messe, finalement. C'est les élus qui vont chapeauter ça. Il y a 4 directeurs. La SQ est là. Donc, sécurité publique, les incendies, finalement. La SQ, les travaux publics, le génie, la gestion de territoire, donc 5 directeurs. Ma division, pas mal au complet, parce que j'ai un technicien en signalisation, c'est un en sécurité, un transport collectif, puis moi qui fais un petit peu de tout, finalement. Donc, tout ce beau monde-là se voit. Avant, c'était 1 fois par mois. Maintenant, on essaye d'avoir des facultatifs, parce qu'à un moment donné, on ne veut pas alourdir non plus l'appareil municipal. On est là pour tout ce que le conseil va recevoir finalement comme question, que ce soit les limites de vitesse et tout ça, on ramène tout ça en comité, puis après les élus vont au BAC finalement au conseil municipal pour dire voici ce qui s'est dit, puis après le conseil prend la décision en conséquence finalement. Je vous dirais que 99%, c'est un peu comme un CCI, là, les recommandations du comité de transport sont pas mal appliquées après par le conseil, là, parce qu'on est peut-être une 12e autour de la table, fait que, à un moment donné, il commence à sortir des idées qui se peuvent. On essaie de ne pas exagérer, évidemment, mais des idées qui se peuvent. Puis je vous dirais qu'il va être dû. On a tout le monde qui nous a dit. Oui, c'est ça. Un petit peu. On va peut-être garder les autres questions Je pour la Là-dedans, c'est vraiment. Ouais, mais on est en grosse réflexion pour. Je vais terminer cette parenthèse-là. On est en grosse réflexion là-dessus. Avec la nouvelle loi sur les ingénieurs du Québec, en fait, là, qui est passée l'année passée. Donc, entre autres, tout ce qui est signalisation, là, ça va prendre un sinistre. Pour les limites de vitesse, les stops, les lots d'armes, tout ça. Donc, notre comité, il va falloir qu'on repense à ça. Là,
tiendrai au courant. On a l'Ordre des ingénieurs qui vient nous faire une petite formation là-dessus le 29 novembre, je pense bien. Je passe les 4 en rafale, sensibilisation et éducation. Donc, partez d'AMM. On fait ça une fois aux 2 ans. C'est la capitale des quadriporteurs, triporteurs et tout. On a des centaines. La cohabitation des usagers n'est pas super. On essaie de leur dire c'est quoi les règles de bonne conduite sur notre réseau. Les fameux enfants qui jouent à être un photoradar humain. Ça aussi, c'est bien populaire en période scolaire. Réseau routier stationnement. On avait un projet pilote, finalement, qui devient du permanent maintenant, là, mais de sécurisation. Donc, on a baissé les rues locales à 40 km/h partout en ville, mais on ne l'a pas fait en une seule année. On l'a fait en 4 ans, finalement. Question de pouvoir géographiquement répartir un peu le fardeau pour tout le monde. Puis quand on avait, pour aller plus vite, finalement, nous voyons le virage, en fait, on a fait des barres d'eau. On s'est vraiment permis de faire dans nos intersections un peu plus problématiques, là, de mettre juste une zone à l'étude, finalement, puis de l'essayer, puis d'aller voir sur le terrain comment le monde navigue dans tout ça. Ça nous a permis après de faire du permanent, finalement, un peu comme cette rue. Là, finalement, ça nous sert le monde, quand on les ingénieurs puis les journalistes, qui permet de justement faire en sorte que c'est plus étroit sur vos entrées finalement des rues, de faire un petit peu de chicane, de faire la prévention des eaux pluviales en même temps. Donc, ça sert aussi au quotidien. Même chose pour le stationnement. Oui, on a perdu quelques cases là-dessus. Mais c'est beaucoup plus agréable. Puis vous voyez qu'on a des lignes piétonnes finalement pour amener jusqu'au commerce, finalement, des espaces avec des barrettes surélevées en milieu chaussé. Éclairé, il y a même une zone là-dedans de rencontre là, pour une zone neutre, finalement, peut-être que vous êtes dans le coin, là, pour faire des échanges sécuritaires, entre autres pour les familles, là, avec garde partagée. Transport économique, j'en ai parlé, on a révisé notre carte finalement du transport lourd, où ils ont le droit d'aller. Bref, nulle part sauf les routes provinciales puis les manufactures. Environnement santé, ben, on s'est doté, on a collaboré, évidemment, ce n'était pas nous le porteur de dossier, là, mais au plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis le plan d'adaptation au changement climatique. Ça nous a permis d'aller chercher une subvention de 25 millions au gouvernement dernièrement, qui nous a permis de subventionner finalement à coût nul ce que je vous parlais de communauté, c'est pas la ville de Victo qui paye au final, c'est le ministère de l'Environnement. Tout ça parce que dans notre dernière planif stratégique, le nouveau conseil a décidé finalement d'aller de l'avant avec tout ce que je vous ai compté. Donc, connecter, sécuriser les réseaux sociaux, améliorer l'offre de transport collectif sur le territoire et vers les municipalités voisines. Je ne sais pas si c'est en fait, vous l'avez regardé pour une autre fois. Puis, déployer les services d'autopartage. Voilà, conclusion pour notre folks. Comment tu peux appeler ça? Le parti d'AMM, de la mobilité motorisée. Maintenant, il y a des ATPM qui existent dans le nouveau décret du ministère, c'est les trottinettes électriques. Ouais. Aide au transport mobile. Est-ce que vous appelez vraiment ça de même? AMM, oui. Non, mais vous appelez ça un parti? Non. Ça, c'est... Oui, non, c'est ça. Je trouvais l'idée audacieuse. Non, c'est pas parti. Pas parti, mais... ça a la qualité de ses défauts. Oui, c'est le fun, la sensibilisation. C'est un peu comme l'opération Minoune. Si la SQ disait bon, amenez vos vieilles bagnoles, finalement, dans le cours de la SQ, on va faire une inspection, c'est pas tout le monde qui irait. Fait que, nos contrevenants, là, ceux qui sont un peu à la source du problème, ne sont pas nécessairement toujours là. Moi, j'ai pas vu un des 200 AMM que j'ai vu là cette journée-là, à part des petits réflecteurs, finalement, à gauche et à droite qu'il fallait ajouter, là, ils étaient pas mal tous conformes. C'est louche. C'est pas toujours comme ça dans la vie. Voilà.